Lors de son premier passage sur Podcast Science, notre invité Gaël Fortin nous avait proposé une potion de guérison à base de vitamine A et d'arsenic. Vous comprendrez qu'on n'est pas très rassuré, mais parfaitement ravi, qu'il nous propose ce soir toute une nouvelle galerie de potions. C'est l'épisode 497, ou 497 devrais-je dire, excusez-moi. Vous êtes bien sur Podcast Science, bienvenue. Et autour de notre table entièrement virtuelle ce soir, nous avons tout d'abord notre invité Gaël depuis Paris. Bonsoir à tous. Je crois que j'aurai une très mauvaise réputation à la fin de ce deuxième épisode pour parler Ça encore dépend, de tu sais, poison. jamais 203, donc qu'est-ce que tu vas nous concocter? C'est surtout ça On doit qui- pouvoir en faire un troisième. Ça marche. Date est prise. Irène depuis Passy en Haute-Savoie. Bonsoir tout le monde. Ensuite, on a Cléora depuis Perduville. Salut à tous. Pascal depuis absolument pas Metz. Absolument pas. Salut tout le monde. Et votre MC ce soir, ce sera moi, Topo, qui vous parle depuis Paris. Et je vous propose, sans plus attendre, d'écouter le dossier de Gaël Fortin, qui va nous parler ce soir de chimiothérapie. Eh bien, il y a quelques mois, je suis venu à ce micro et j'ai parlé de comment on utilise un poison, l'arsenic, pour soigner un cancer. Et visiblement, ça ne m'a pas suffi, puisque je suis de retour ce soir et que je vais encore parler de poison. Alors, cette fois, on ne va pas parler d'un poison unique, mais carrément de toute une famille de poisons, ceux qui sont utilisés dans le cadre de la chimiothérapie. Leur histoire est incroyable, ça va nous faire voyager à travers le XXe siècle et nous corroborer l'intime lien qui existe entre les guerres et la médecine. Derrière cette épopée se cache un ensemble de révolutions scientifiques et médicales qui ont permis de vaincre certains cancers et de soigner des millions de personnes. C'est parti ? Let's go! Bon alors, avant de remonter le temps vers le début du XXe siècle, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur un point. Qu'entend-on par chimiothérapie aujourd'hui ? La chimiothérapie, c'est une stratégie thérapeutique qu'on utilise pour détruire des cellules cancéreuses et ralentir, voire arrêter la progression du cancer. Pour atteindre cet objectif, on utilise tout un éventail de médicaments. Le mode d'action précis peut varier d'un composé à l'autre, mais les grands principes restent les mêmes. Chaque cancer est composé d'un groupe de cellules qui se multiplient rapidement, bien plus vite que la plupart des cellules normales du corps humain. À terme, ces cellules cancéreuses envahissent leur voisinage puis se disséminent à travers le corps. La chimiothérapie vient mettre un grain de sable dans les rouages de cette multiplication des cellules, voire permettre de la bloquer. Les cellules cancéreuses ne peuvent plus se dupliquer et finissent par mourir. L'objectif est clair, empoisonner le cancer. Alors moi, j'avais déjà une question justement sur cette notion de les cellules cancéreuses ne peuvent plus se dupliquer et finissent par mourir. Est-ce que c'est justement quelque chose qui est inévitable ou au contraire c'est un processus par lequel on peut avoir souvent des mauvaises surprises avec des cellules cancéreuses qui ne se dupliquent pas mais quand même qui restent à l'intérieur du corps? Alors, c'est une question qui est intéressante parce que effectivement, au-delà de ce paradigme-là, même les cellules qui arrêtent de se dupliquer à cause de la chimiothérapie, eh bien dans certains cas, c'est le cas dans certaines leucémies, c'est des découvertes assez récentes. Ces dernières années, on a découvert que donc dans ces cancers du sang-là, eh bien certaines cellules vont arrêter de se dupliquer à cause de la chimiothérapie, mais en fait, au lieu de mourir, elles vont rester comme ça, en latence. Et quand le traitement est arrêté, elles vont recommencer leur vie. Elles vont recommencer leur cycle et vont recommencer à se dupliquer. Donc en fait, des résistances peuvent apparaître assez rapidement selon les contextes de chimiothérapie. Donc c'est plus compliqué que ça. Cette idée de base, effectivement, c'est l'idée de bloquer la duplication de ces cellules, mais malheureusement, ça marche pas forcément aussi bien ou aussi bien dès le premier coup. D'accord, ça marche. Merci pour la précision. Précision importante. Alors le problème, c'est que ces poisons ne ciblent pas spécifiquement les cellules cancéreuses. Ils se répandent partout dans le corps. Comme les cellules cancéreuses se multiplient vite, elles sont plus sensibles, mais ce ne sont pas les seules cellules du corps humain à faire de même. Vos cheveux, votre système digestif ou vos protections immunitaires contre les microbes reposent aussi sur des cellules qui se divisent rapidement.
Ce sont alors des dommages collatéraux de l'utilisation de la chimiothérapie. Les cheveux qui tombent, diarrhée, infection à répétition, voilà quelques-uns des effets secondaires qui sont assez fréquents, malheureusement, pour ces médicaments. Il n'empêche, la chimiothérapie est une arme redoutable dans la guerre contre les cancers. Et elle permet de guérir chaque année de nombreux malades. Sauf que si on fait un peu d'étymologie, la chimiothérapie n'a pas exactement le même sens que ce que je viens de décrire. Il s'agit bien de soigner, d'où le nom de thérapie, avec des médicaments, d'où la chimio, qui signifie chimie. Mais pas forcément de soigner les cancers. C'est le chimiste allemand, Paul Ehrlich, désolé pour la prononciation, qui en 1905 invente le terme de chimiothérapie. Et à l'époque, il s'intéresse plutôt aux maladies infectieuses. Il est notamment à l'origine de certains traitements qui ont été utilisés contre la syphilis. S'il s'intéresse aussi au cancer, il est pessimiste quant à l'idée de pouvoir un jour les soigner avec des médicaments. Mais notre histoire s'apprête à percuter de plein fouet l'histoire avec un grand H. 9 ans plus tard, en 1914, l'Europe s'enfonce dans la guerre. Si la Première Guerre mondiale a été l'un des conflits les plus mortels de son époque, c'est aussi, paradoxalement, l'événement qui va révéler à la médecine moderne les pouvoirs de la chimie sur le corps humain. Dans la nuit du 12 juillet 1917, à Ypres, en Belgique, l'armée allemande décide d'utiliser contre les soldats anglais une arme d'un genre nouveau, le gaz moutarde. Cette substance n'est d'ailleurs pas un gaz, mais plutôt une sorte de brume composée de très fines gouttelettes qui restent dans l'air pendant des jours. Ce brouillard a par ailleurs une odeur de moutarde, d'où le nom. Des médecins décrivent alors, pendant le conflit, que les soldats intoxiqués au gaz moutarde présentent des défauts dans la production des globules blancs. Ces globules blancs, ce sont des éléments essentiels de nos protections immunitaires contre, entre autres, bactéries et virus. Les effets du gaz moutarde sur le corps humain vont ensuite être confirmés lors d'un tragique événement. En 1925, l'utilisation du gaz moutarde et d'autres armes chimiques dans des conflits armés est interdite par le traité de Genève. Mais en 1943, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire allemand menace d'avoir recours à des armes chimiques en Italie. Les États-Unis décident alors d'acheminer en secret des centaines de bombes au gaz moutarde vers l'Europe. Ils les stockent dans la cale d'un de leurs bateaux, dans le port italien de Bari. Mais le 2 décembre 1943, Bari subit un raid aérien des Allemands qui conduit à la destruction du bateau américain et à la libération de centaines de kilos de gaz moutarde, empoisonnant plus de 600 personnes. L'autopsie de certaines victimes révèle alors la quasi-absence de la majorité des cellules des défenses immunitaires de leur corps. Les observations réalisées 26 ans plus tôt sont confirmées. Le gaz moutarde est capable d'éliminer les cellules immunitaires. Et justement, ces cellules, elles sont capables de se diviser très rapidement par rapport à d'autres cellules du corps humain. L'idée suivante émerge alors dans le cerveau de quelques médecins. Les cellules cancéreuses se divisant aussi très vite, le gaz moutarde pourrait-il les éliminer ? Alors moi j'avais une question justement sur cet aspect-là, et puis après je vais peut-être faire un petit tour sur la chatroom pour voir s'il n'y a pas des questions qui ont remonté là sur déjà le premier aspect historique qui est surprenant, hein. Donc ce gaz moutarde qui visiblement apporte une perspective de solution pour certaines maladies. Moi ma première question c'était là ce gaz moutarde qui a été justement utilisé dans cette explosion. Tout de suite, les Américains, ils ont admis l'avoir utilisé parce que je suis un peu surpris, tu vois, de genre une catastrophe pareille. Et nous, on est un peu habitués avec genre ce secret militaire de dire ah non non, mais il s'est rien passé, les gens sont morts, mais comme ça, comme des mouches et tout. Alors, effectivement, là maintenant, avec le recul, on a ce genre d'informations, mais en fait, au moment où ça s'est produit, c'était confidentiel, c'était secret défense. D'accord. C'est-à-dire que personne n'était censé savoir qu'il y avait du gaz moutarde qui avait été amené par les Américains, parce que évidemment, si ça se savait, ça voulait dire que le traité de Genève avait été violé, potentiellement, en tout cas si ces armes-là étaient utilisées, et ça donnait une excuse après à d'autres puissances militaires d'utiliser ce genre d'armes chimiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc c'était secret défense, il y a eu l'explosion, les médecins militaires notamment sont arrivés sur place, les médecins, toutes les équipes de secours sont arrivées sur place, mais personne n'a dit que c'était du gaz moutarde. L'armée américaine n'a absolument pas dit que c'était du gaz moutarde qu'il y avait dedans,
Ils ont gardé ça top secret, et même les médecins militaires américains qui ont été dépêchés sur place ne savaient pas. Et en fait, certains ont deviné que c'était du gaz moutarde et ont essayé en gros, d'indiquer aux médecins locaux comment soigner les symptômes de ces gens, comment les traiter, sans leur dire c'est du gaz moutarde, parce qu'ils n'avaient pas le droit, ils avaient deviné que c'était ça, mais ils n'avaient pas le droit de le dire. Donc juste ils disaient ah oui, peut-être qu'il faudrait utiliser tel médicament ou faire ci ou faire ça. Putain, c'est Mais c'était fou. complètement secret défense, et ça a été déclassifié, il me semble qu'en 47 ou en 48. Ah, c'était ma seconde question. Quand est-ce que ça a été déclassifié? Et pareil, du coup, là, le lien qu'ils ont fait avec les autopsies des victimes, ça aussi, c'était quelque chose qui a dû être déclassifié avant d'être exploité, ou ça s'est fait en interne avec uniquement des médecins de l'armée? Alors ça a été aussi, ça s'est fait une fois déclassifié en 47 également. Hmm. D'accord, donc tout ce dont tu me parles, là, les observations et le recoupement, c'est au moment de la déclassification de toutes ces données-là. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le même temps, il y avait des études donc en fait, il y avait cet événement-là d'un point de vue militaire. Et dans le même temps, l'armée américaine, toujours, en tout cas le ministère de la Défense américain, a financé des travaux qui consistaient à utiliser la chimie pour voir comment on pouvait soigner différentes maladies, dont des cancers. Donc en fait, dans le même temps, il y a eu cette découverte-là qui a été faite par un accident militaire, et je vais en parler dans un instant. Il y a des travaux qui ont été menés sur ces composés-là pendant la Seconde Guerre mondiale, mais à des objectifs, à des fins purement civiles et médicales pour le coup. Et les deux se sont rejoints là, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand ces données ont été déclassifiées. D'accord. Bon, bah je sens que les auditeurs veulent en savoir plus, donc je vais te laisser continuer. Alors notre question, c'est donc de savoir si les cellules cancéreuses, comme elles se divisent aussi très vite, est-ce que le gaz moutarde pourrait les éliminer? Et la réponse à cette question est apportée en 1946. Pour la première fois, un dérivé du gaz moutarde, la moutarde azotée, est utilisé sur un patient atteint d'un cancer des globules blancs. Après traitement, le cancer de ce patient, qu'on appelle un lymphome, régresse. Et ça, ce sont les travaux civils qui ont été menés pendant la Seconde Guerre mondiale, en parallèle de la guerre et de cet accident qui a eu lieu en Italie. Alors à nos yeux, ce résultat d'une régression d'un cancer paraît assez banal, mais on est en 1946, et à l'époque, c'est une véritable révolution médicale. La chimie est bel et bien capable d'agir contre les cancers. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle pourrait potentiellement guérir ces patients? Pour bien comprendre l'optimisme des scientifiques et des médecins de l'époque, il faut clarifier un point. Vers 1946, les cancers sont soignés soit en retirant la zone concernée par chirurgie, soit en irradiant cette zone avec des rayons par la radiothérapie. Mais pour les cancers qui ne sont pas localisés, c'est plus compliqué. Alors pour comprendre pourquoi, je vous invite à écouter l'épisode 491 de Podcast Science dans lequel j'avais abordé ce sujet plus en profondeur. Mais pour faire simple, pour les cancers du sang qu'on appelle les leucémies et des globules blancs, les lymphomes, on ne peut pas opérer ou utiliser la radiothérapie dans la majorité des cas. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses sont présentes partout, via le sang notamment. Mais certains médicaments peuvent aussi aller partout dans le corps humain. Le résultat de 1946 est donc majeur. Pour la première fois, on semble enfin disposer d'une arme pour lutter contre leucémie et lymphome. Mais l'optimisme des scientifiques et des médecins est rapidement balayé. Les cancers régressent, oui, mais ils reviennent quelques mois plus tard. On a une question dans la chatroom d'un certain Nicolas Tupé-Gabet, alias Nicotup, qui nous demande si tous les médicaments ne sont pas considérés comme de la chimie. Alors oui, effectivement. Disons que à chaque fois, à un moment ou à un autre, étant donné que les médicaments sont basés, enfin, ce sont des molécules, donc c'est de la chimie. Mhm. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Alors après, pour la question, est-ce que tous les médicaments qu'on utilise sont considérés comme de la chimiothérapie? Là, ça dépend plus de ce qu'on entend par chimiothérapie, puisque le dogme classique de la chimiothérapie, c'est ce que je présentais au tout début d'un médicament qui est peu spécifique et qui va principalement essayer de bloquer la division, la duplication cellulaire. Donc ça, c'est souvent le nom qu'on donne à la chimiothérapie quand on est sur des traitements un peu particuliers comme la vitamine A et l'arsenic dont on avait parlé dans l'épisode 491 de Podcast Science. Là, on considère pas que c'est de la chimiothérapie. Mais dans tous les cas, en fait, c'est de la thérapie par la médecine, enfin par les médicaments. Donc, d'un point de vue purement étymologique, c'est ça.
quand tu mets vitamine A et arsenic, c'est pas considéré comme de la chimiothérapie parce que ça a pas cette action sur la multiplication des cellules, ça? Alors, en théorie, enfin, disons que quand médicalement on utilise le terme de chimiothérapie, c'est plus dans un terme de chimiothérapie classique et pas dans ce genre de thérapie ciblée. Mais Irène, peut-être veut. C'est vrai, maintenant, franchement, dans le langage courant, une chimiothérapie, c'est un anticancéreux. Voilà. C'est passé plutôt comme l'équivalent. Je pense que maintenant, quand à n'importe qui on parle de chimiothérapie, c'est synonyme d'anticancéreux. Ok. Bon, de toute façon, tout ça, on va dire, c'est de la nomenclature. L'important, c'est de savoir ce qu'on émet derrière, quoi. Parce que là, Mhm. je vois déjà dans la chatroom qui s'enflamme en disant qu'on peut faire de la chimiothérapie avec de l'homéopathie, avec cette définition. Donc, il faut faire gaffe, en effet. À L'eau, partir du moment où tu considères qu'un médicament va soigner ton cancer, tu peux l'acheter. Tu peux maintenant dire que c'est de la chimiothérapie. Oui. bon, il faut que ce soit efficace quand même. On est d'accord. Alors ça, c'est une autre question. D'accord, c'est un autre L'efficacité sujet. des médicaments, c'est un autre problème. Oui. Très bien, très bien. Par contre, je juste vois. un tout petit détail pour pas qu'on vienne nous taper dessus. Un lymphome, c'est pas un cancer des globules blancs. C'est bien un cancer du système lymphatique, le lymphome. Pas un cancer des globules blancs. Oui, t'as raison, c'est oui, t'as raison. La précision est importante, merci. Pour les puristes, ça risque de gêner. Et il y en a qui écoutent pas de questions, on sait. Très bien. Donc, donc toi, tu nous expliquais justement ce concept-là sur l'efficacité de ces chimiothérapies. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, parallèlement à ces découvertes qui sont un peu accidentelles, il y a un autre chapitre dans l'histoire de la chimiothérapie qui va s'ouvrir à peu près au même moment. Dans les années 30 et 40, des équipes de recherche découvrent que la vitamine B9, qui est présente en grande quantité dans les légumes verts, est vitale pour que les globules blancs soient produits correctement par notre corps. Les cellules cancéreuses des leucémies ont également besoin de ce composé, mais en plus grande quantité. Et des scientifiques y ont vu une vulnérabilité à exploiter. En bloquant ce composé, on pourrait empêcher ces cellules cancéreuses de se multiplier. Cette stratégie, c'est celle du méthotrexate. Et dès 1948, on montre que le méthotrexate permet de soigner des enfants atteints de leucémie. Leur cancer disparaît jusqu'à n'être plus détectable, avant malheureusement de revenir quelques mois plus tard. Mais à l'époque, c'est déjà une victoire médicale de taille. En identifiant les particularités des cancers, on peut agir dessus pour les détruire. Comprendre permet de mieux soigner. Entre ces régressions et la guérison définitive, il y a pourtant un pas de géant à effectuer. Et lorsqu'arrivent les années 50, la communauté scientifique et médicale est très sceptique sur cette possibilité. Malgré tout, elle poursuit son travail en mettant au point d'autres médicaments avec la même stratégie. Comprendre les cancers, identifier une vulnérabilité et produire un composé qui agit dessus. Si jusqu'alors les scientifiques s'étaient concentrés sur les cancers du sang et des globules blancs, les leucémies et les lymphomes donc, qu'en est-il des cancers plus localisés? Cancer du sang et du système lymphatique, pour la précision pour Irène et les puristes, c'est plus juste. Alors dans les années 50, Charles Heidelberg va découvrir que les cancers du foie dépendent fortement d'un composé précis qui s'appelle l'uracile. Pour bien comprendre l'importance de cet élément, faisons un peu de biologie. On trouve au cœur de chacune de nos cellules une longue molécule, l'ADN. L'ADN contient toutes les informations qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la cellule. Mais pour que ces informations soient appliquées par les usines de la cellule, que sont les protéines, il faut un intermédiaire, l'ARN. On a donc ADN, ARN puis protéines. L'ARN, c'est une autre molécule qui est assez proche de l'ADN et qui est notamment constituée d'uracile. Les cancers du foie sont donc accros à l'uracile pour croître, bien plus que les cellules normales du foie. Tout comme pour le méthotrexate, eh bien, les chercheurs vont mettre au point un composé qui va mimer cette molécule, mais qui est cette fois toxique. Les cellules cancéreuses du foie absorbent ce composé comme s'il s'agissait d'uracile, et l'utilisent pour produire l'ARN, qui permettra ensuite de fabriquer les protéines. Mais ce composé, qui mime l'uracile, il bloque la production de l'ARN. C'est un bâton dans les rouages de la médecine cellulaire. Ce bâton empêche alors la cellule cancéreuse de fonctionner correctement, jusqu'à entraîner sa mort. Le doux nom de ce composé, le 5-fluorouracile. Et si j'en parle, c'est parce que le 5-fluorouracile est si efficace contre les cancers qu'il est encore utilisé
aujourd'hui, notamment contre les cancers colorectaux. Plus de 60 ans après sa découverte. Au-delà de ces premiers médicaments, d'autres médicaments vont être développés à partir des années 50. Mais une question demeure. Peut-on guérir un cancer en utilisant uniquement la chimie ? Un début de réponse se forme en 1958. Pour la première fois, 2 patientes atteintes d'un cancer très rare, celui du placenta, sont guéries grâce à une chimiothérapie à base de méthotrexate. J'insiste, il s'agit du premier cas de guérison de cancer par les médicaments. Et si, à mes yeux, ce résultat est un véritable tournant dans l'histoire de la chimiothérapie, sachez qu'à l'époque, ça ne l'est pas du tout. Je le disais un peu plus tôt, pour la majorité des scientifiques et des médecins de la fin des années 50, guérir un cancer par la chimiothérapie n'est qu'un fantasme. Face au cas de guérison du cancer du placenta, ces experts expliquent que les spécificités du placenta, qui est un tissu hybride entre la mère et l'enfant, limitent grandement la portée de ce résultat. Voire même qu'il s'agirait en fait de guérison spontanée. Moi, personnellement, c'est vrai que c'était la première fois que j'entendais parler de cancer du placenta. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, genre, est-ce que c'est fréquent, est-ce que c'est pas fréquent pourquoi les scientifiques pensaient que c'était très très spécifique, par exemple? Alors c'est rarissime comme cancer, je pense que c'est un des cancers les plus rares qui existent. Et en fait, il est particulier parce que le placenta, c'est un tissu qui est vraiment à l'interface entre la mère et l'enfant et qui, d'un point de vue des défenses immunitaires, est très particulier parce que, alors je suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais grosso modo, le fœtus, l'embryon, c'est un étranger dans le corps de sa mère en fait, et donc au niveau du placenta, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place d'un point de vue immunitaire pour ne pas que ce corps étranger soit détecté comme un corps étranger, comme l'est d'habitude une bactérie ou un virus. Et donc puisque cette zone-là est très particulière, notamment au niveau des défenses immunitaires, pour beaucoup de chercheurs et de médecins en fait, on peut pas du tout extrapoler ce résultat de guérison à la majorité des cancers. Ça paraît être un truc tellement atypique, tellement rare, que c'est peu probant pour le reste de la cancérologie. Et du coup, qu'est-ce qui justifiait qu'ils aient fait ces... Est-ce que ces 2 patientes, elles ont été ciblées spécifiquement parce qu'elles avaient un cancer du placenta, ou c'était parce qu'ils tentaient le tout pour le tout? Qu'est-ce qui a justifié de l'utiliser sur ces patientes-là? C'est une bonne question. Je sais pas, j'ignore quelle était alors je pense pas que c'était ce qui avait été choisi, tout simplement parce qu'étant donné que c'est un cancer très très rare, vouloir faire un essai clinique sur particulièrement ce cancer-là, ça paraît invraisemblable ou risqué de prendre des années. Donc je pense que c'était plutôt une question de tenter un traitement. D'accord, ok. Mais sans certitude, c'est mon hypothèse. Bon, en tout cas, il nous faut un épisode de podcast sur le placenta. Là, ça, il faudra voir avec quelqu'un d'autre. Ce sera pas mon 3e épisode. D'accord, écoute, on trouvera bien. Je ne suis pas assez expert là-dessus. Malgré le pessimisme ambiant, l'histoire est en marche et le nouveau chapitre qui s'ouvre au début des années 60 sera associé à une nouvelle révolution. Et cette fois, vous allez voir, cette révolution ne viendra pas de nouveaux médicaments, mais de la manière de les utiliser. Alors, comment expliquer d'abord que le méthotrexate ou le 5-fluorouracil fonctionne si bien au début, mais que les cancers reviennent quelques mois plus tard? Ça, c'est une question qui est essentielle. D'où peut provenir cette résistance à la chimiothérapie? Et pour répondre à cette question, il va falloir qu'on fasse appel à Charles Darwin et à sa fameuse théorie de la sélection naturelle, celle qu'on utilise à toutes les sauces. Au lieu de regarder une population de poux dans les poils d'un animal qui veulent échapper aux produits anti-poux, observons de plus près un cancer. Bien qu'on soit à une échelle microscopique, un cancer, c'est une population dans laquelle chaque cellule cancéreuse est un poux. Et chaque cellule est légèrement différente des autres. Chaque poux est un petit peu particulier. Notre traitement anti-poux à nous, c'est un médicament utilisé en chimiothérapie pour éliminer ces poux cancéreux. Or, ce sont les poux qui sont les plus adaptés, pour lesquels leur légère différence les fait mieux résister au traitement, qui survivront. À la génération cellulaire suivante, il ne restera donc que les cellules ayant un léger avantage contre la chimiothérapie. Même si le médicament élimine 99,9% des cellules cancéreuses, le 0,1% restant sera probablement suffisant et le cancer reviendra, mais cette fois bien plus résistant à la chimiothérapie. Comprendre l'impact potentiel de ce 0,1% de cellules cancéreuses a été un événement scientifique
majeur. Ça veut dire qu'éliminer la majorité du cancer n'est pas suffisant. Il faut venir à bout de toutes les cellules cancéreuses pour guérir un cancer à coup sûr. Si un médicament ne suffit pas pour éliminer 100% du cancer, il reste une autre possibilité, les combiner. En éliminant les cellules cancéreuses via plusieurs mécanismes en même temps, donc plusieurs poisons, on réduit drastiquement le risque de résistance. Il faudrait qu'une cellule soit capable de résister en même temps à 2, 3 ou 4 composés, ce qui est beaucoup moins probable qu'avec un seul composé. C'est le début d'une nouvelle approche, celle de la chimiothérapie combinée. La méthode de la chimiothérapie combinée est mise en place durant les années 60, d'abord chez des enfants atteints de cancer du sang agressif. Les médecins utilisent 4 chimiothérapies différentes pour traiter le même patient, en utilisant les doses les plus élevées possibles dans la limite du tolérable pour le corps humain. Cette approche montre très rapidement son intérêt. Plus de la moitié des enfants soignés de cette façon ne rechutent pas plusieurs années après leur traitement. Ces rémissions, à long terme, sont alors considérées comme des guérisons entre guillemets. Ce résultat s'approche donc pour la première fois d'une potentielle guérison d'un cancer classique par la chimiothérapie. Mais il y a un résultat qui va démontrer définitivement que la chimiothérapie peut guérir. Cette approche a aussi été utilisée sur des lymphomes. Ces cancers sont des cancers donc, du système lymphatique, ils impactent donc la production de nos globules blancs. Lorsque ces résultats sont publiés, c'est un coup de tonnerre dans le milieu. L'écrasante majorité des patients traités voient leur cancer disparaître. Mieux, là où le cancer réapparaissait rapidement avec un seul médicament, les combinés permettent d'empêcher le retour du cancer chez plus de 60% des patients, 40 ans après leur traitement contre leur lymphome. 40 ans. Ça ne fait plus aucun doute, la chimiothérapie permet des rémissions à long terme de cancers pour lesquels la chirurgie et la radiothérapie ne peuvent être utilisées, y compris chez l'adulte. Il reste encore un territoire à explorer le plus vaste, celui des cancers localisés qui sont les plus courants. Sein, poumons, foie. Ici, les médicaments pouvaient, là aussi, permettre de guérir. Et alors là, j'ai l'impression que tout le monde a plein de questions. On va peut-être commencer par celle que j'ai posée dans un univers parallèle de Podcast Science. Donc, dans le multivers, je te posais la question, pourquoi c'est souvent sur des enfants que sont réalisés ces tests? Alors pour moi, il y a 2 raisons. La première, c'est que les enfants sont plus aptes à recevoir des chimiothérapies qui sont plus intenses. Quand on est par exemple dans certaines leucémies aiguës. Maintenant, aujourd'hui, chez les personnes qui sont âgées, il y a un moment où on pratique plus de chimiothérapie intensive, simplement parce que ces patients-là ne sont plus capables ne supportent pas une chimiothérapie à haute dose. Donc là, pour les enfants, en fait, ils supportent mieux les chimiothérapies, donc on peut leur donner des chimiothérapies à plus forte dose. Et sur la deuxième partie de la réponse, pourquoi particulièrement les enfants? Je pense qu'il y a aussi une question de choix en termes de, disons que essayer de se concentrer sur essayer de guérir des personnes de 10 ans ou de 80 ans, c'est pas la même chose en termes après de vie restante à ces personnes-là. Ouais, donc c'est un vrai débat d'éthique médicale qui est en jeu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on guérit mieux les leucémies chez l'enfant que chez les personnes âgées. D'accord. Pour notamment ces questions de traitement. Et toi, Irène, je pense que tu avais quelque chose que tu voulais soulever à propos des rémissions de lymphome. 40 ans, ça me paraît long maintenant. Je peux me tromper, mais plutôt... alors, les statistiques, maintenant, ils utilisent plutôt la médiane de survie. Donc, c'est le pourcentage de personnes qui vont, par exemple, survivre après 1 an ou 5 ans. Et donc, on l'exprime plutôt comme ça en ce moment. Et là, je sais que je regarde des chiffres parce que je ne les avais pas en tête, honnêtement. Donc, c'est plutôt l'ordre du 70% de personnes qui survivent après 5 ans, mais l'espérance de vie, grosso modo, elle est de 15 ans maintenant. Alors, est-ce que l'agressivité des lymphomes a augmenté depuis les débuts où on a utilisé les premiers traitements? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. C'était juste une précision parce que je trouvais que 40 ans, c'était vachement bien, quoi. 40 ans, c'est super. Ah oui, oui. Je pense que, à mon avis, c'est pas une question de... Enfin, je pense que c'est une question d'agressivité des lymphomes, mais peut-être plus que là, ce résultat-là des 60% de guérison, 60% de patients encore, sans retour du cancer 40 ans après. Alors, à mon avis, c'est aussi une question c'était donc d'un essai clinique.
sur un sous-type de lymphome. Et à mon avis, c'était dans le lymphome qui est le meilleur pronostic. Donc je pense que donc, dans ce cas-là, on observe ce résultat-là, mais quand on regarde l'ensemble des lymphomes, y compris des lymphomes qui sont plus agressifs et qui ont encore aujourd'hui un moins bon pronostic, eh ben, on arrive à des guérisons, une survie à 5 ans, qui est de cet ordre-là de 70%. Je pense que c'est, à mon avis, c'est une question de... C'était un essai clinique, donc c'était fait sur une population précise et un type de lymphome. Bien sûr, oui, tout à fait. Parce que oui, c'est extrêmement hétérogène encore aujourd'hui en fonction du sous-type de lymphome ou de cancer. Oui, tout à fait. C'est des questions qui sont complexes. Bon, alors, donc, pour résumer, là, en fait, tout ce que tu nous as décrit systématiquement avec la chimiothérapie, c'était des thérapies qui ciblaient des cas où les cellules ne sont pas, on va dire, facilement localisables dans le corps, et donc on est obligé, d'une certaine manière, de passer à un traitement de type chimiothérapie pour pouvoir, en diffusant des molécules à travers tout le corps, et espérer toucher ces cellules intouchables. Mais là, tu veux nous dire que on pourrait aussi envisager des chimiothérapies pour des cancers localisés, c'est ça ? Exactement, pour tous ces autres cancers qui représentent finalement la majorité des cancers, pour lesquels, en fait, à ce moment-là, eh bien, il n'est pas encore question d'utiliser directement des médicaments pour essayer de guérir, de soigner à long terme ces patients-là. Donc ces cancers-là, on va dire, c'est ceux qui font ce qu'on appelle des tumeurs, de manière générale. Oui, voilà, c'est ça. Top. C'est les tumeurs du sein, les tumeurs du poumon, ce sont ces cancers qui sont présents à un endroit. Et en fait, quand on parle finalement de cancer, dans l'imaginaire collectif, on pense à ça, en fait. On pense à ces tumeurs, à ces cancers qui sont à un seul endroit dans le corps, en tout cas au départ. Parfait. Et au début des années 70, justement, face à ces cancers localisés, les médecins ils n'ont que 2 armes, la chirurgie et la radiothérapie. On en a parlé déjà tout à l'heure. Malgré des chirurgies qui sont toujours plus radicales, plus larges et plus profondes, les guérisons de cancers localisés sont rares. La plupart des patients et des patientes rechutent rapidement. Le problème, c'est la dissémination des cellules cancéreuses qui aboutit à des métastases. En envahissant leur voisinage, les cellules cancéreuses atteignent progressivement des zones de plus en plus éloignées. Difficile pour le médecin de savoir jusqu'où ces cellules cancéreuses sont allées, car elles sont trop petites pour être détectées d'une façon ou d'une autre. Pire, lorsque la maladie progresse, les cellules s'échappent carrément, c'est-à-dire qu'elles rejoignent la circulation sanguine et achèvent leur voyage dans d'autres organes. Si la chirurgie et la radiothérapie peuvent lutter localement, elles ne sont d'aucune utilité pour éliminer ces cellules qui se sont échappées. La chimiothérapie peut donc être utile non seulement dans les cancers du sang, mais aussi dans des cancers localisés. En traquant les cellules qui s'attaquent au reste de l'organisme, les médicaments empêchent celles-ci de donner un nouveau cancer. Les premiers essais cliniques montrent à partir de 1975 que combiner la chimiothérapie à la chirurgie et ou à la radiothérapie permet de maximiser les chances de guérison dans les cancers du sein, puis plus tard dans d'autres cancers localisés. Dans les décennies qui ont suivi, ces nouveaux médicaments ont été développés, les combinaisons et la façon de les donner ont été optimisées avec 2 objectifs: maximiser l'efficacité des traitements et réduire leur toxicité. Alors, est-ce la fin de l'histoire ? A-t-on découvert tout ce qu'il y avait à découvrir, amélioré tout ce qui pouvait l'être ? Pas vraiment. Il suffit de regarder les chiffres pour s'en convaincre. Si l'on guérit de mieux en mieux les cancers, 10 millions de personnes meurent chaque année d'un cancer dans le monde. 10 millions de personnes, c'est la population du Portugal. Il reste donc beaucoup à faire. Là encore, il semble que la chimie puisse nous offrir les moyens de guérir davantage de patients et de patientes. Vous l'aurez compris, pour vaincre les cancers, il a fallu les comprendre. La chimiothérapie s'est construite sur les coups de l'histoire et sur la compréhension des particularités des cancers. Depuis les années 90 et 2000, l'arrivée de nouveaux outils basés sur des technologies de pointe a changé la donne. Grâce à ces outils, on peut comprendre toujours plus précisément les cancers, mieux les identifier, mieux les caractériser, mieux les comprendre et à terme, mieux les soigner. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la médecine de précision. Chaque patient ou patiente est unique, tout comme son cancer. L'objectif est donc de pouvoir utiliser des médicaments plus précis qui vont cibler spécifiquement certaines caractéristiques du cancer. C'est le cas de l'arsenic dans un sous-type de leucémie dont nous avons parlé ensemble la dernière fois dans le podcast Science, dans l'épisode 491. Mais de plus en plus de thérapies ciblées sont mises au point.
Elles agissent donc sur un aspect précis d'un type de cancer avec des résultats souvent décisifs. En étant plus précises, elles réduisent aussi les effets secondaires des médicaments. Si la chimiothérapie conventionnelle ne va pas disparaître, elle évolue avec les progrès scientifiques et médicaux. Et si ce sujet vous intéresse, j'ai d'ailleurs publié une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube Labologie, je fais ma pub, il y a quelques semaines avec l'Institut Curie. Et on n'oubliera pas de les mettre dans les notes de l'émission. Pour finir, je voulais parler d'une dernière révolution en cours. Là encore, il s'agit de mieux comprendre pour vaincre, mais de façon surprenante de mieux comprendre la chimiothérapie elle-même, plus seulement les cancers. On pensait savoir comment tous ces médicaments fonctionnent, mais ces dernières années, différentes études ont révélé que leurs effets sur les cancers pouvaient être tout autres. Au lieu de bloquer la multiplication des cellules cancéreuses, certains composés les empêcheraient de produire l'énergie vitale à leur survie. D'autres les forceraient à se suicider. Alors au début de cette émission, nous avons parlé des composés qui ont été mis au point pendant les 2 guerres mondiales. L'actinomycine D était l'un d'eux, mais il n'a pas été utilisé comme une arme, mais comme un antibiotique. On a découvert plus tard qu'il était également un poison contre les cellules cancéreuses, et particulièrement contre un sous-type de leucémie. Aujourd'hui, les patients et patientes qui présentent cette leucémie reçoivent parfois une chimiothérapie à base d'actinomycine D. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que l'actinomycine D empoisonnait les cellules cancéreuses en bloquant certaines fonctions de leur ADN. Mais en 2021, l'équipe de recherche dans laquelle j'ai fait ma thèse a publié des résultats surprenants. L'actinomycine D agit en s'attaquant aux usines de production d'énergie de ces cellules, les mitochondries. Celles-ci sont alors si endommagées qu'elles activent des signaux poussant à la mort de la cellule leucémique. En combinant l'actinomycine D à un autre médicament qui cible aussi ces usines, les mitochondries, les cellules cancéreuses ne peuvent résister au traitement et meurent rapidement. Cette découverte n'est qu'un des récents exemples qui montrent que mieux comprendre la chimiothérapie pourrait aussi conduire à de nouvelles thérapies. On avait quelques petites questions, notamment celle qui revenait de la chatroom. Il y a Yves Rongui qui nous pose la question: est-ce qu'on sait pourquoi certains cancers Est-ce qu'on sait pourquoi certains cancers sont plus agressifs que d'autres, genre pancréas, poumon? Alors, c'est une vaste question. En fait, il y a plusieurs. C'est une question qui est. C'est un débat récurrent à la fois dans la partie médicale de la cancérologie et dans la partie scientifique effectivement pourquoi certains cancers semblent plus agressifs. Il y a une partie de la réponse ça dépend du type de cellule qui est à l'origine, on va dire, du cancer. Parce qu'en fait, certaines cellules de base sont les cellules qui se divisent beaucoup. C'est le cas des cellules qui vont donner notre système immunitaire, par exemple. Et souvent, comme ces cellules-là déjà se divisent beaucoup, quand on a un cancer, c'est les cellules qui vont se diviser. Les cellules cancéreuses vont se diviser encore plus vite. Et donc, ça conduit à un cancer qui est encore plus rapide, donc plus agressif, entre guillemets. C'est un exemple. Après, il y en a d'autres, par exemple, au niveau du pancréas, où la question, c'est aussi pour savoir que cette personne, qu'une personne a un cancer, par exemple le pancréas, en fait, on le découvre souvent parce qu'il y a des symptômes. La personne va mal à un moment et on finit par trouver, via des examens, que cette personne a, par exemple, un cancer du pancréas. Et pour le cas du pancréas, les symptômes, en fait, arrivent très tard dans l'évolution de la maladie. Et donc, finalement, l'agressivité, c'est aussi parfois juste qu'on détecte certains cancers tard et que donc, il est parfois trop tard pour intervenir. Je comprends. Mais c'est une question qui est très compliquée. Moi, j'ai une question très bizarre. Mais pourquoi on n'a pas plus de cancer des cheveux? Ça peut être une question con. Pourquoi on n'a pas plus de cancer des cheveux alors que effectivement c'est partie de ces cellules qui se divisent beaucoup, c'est ça? Ouais. C'est une très bonne question. C'est les cheveux. Après, c'est pas les cheveux en soi, c'est le follicule qui se trouve à la base du cheveu. Ouais. Mais on a beaucoup de cancers des follicules? Non, le follicule il tombe vite. Pardon? Le follicule il tombe relativement régulièrement, non? Oui, mais il reste toujours des cellules. Il y a les cellules souches qui sont les cellules qui sont à la base du follicule qui vont redonner ensuite de nouvelles cellules folliculaires. Donc c'est une bonne question. Mais il y a une des théories. Disons que cette agressivité, c'est lié à cette rapidité à laquelle des cellules se divisent, mais ça dépend. C'est plus complexe que ça parce que ça dépend du type cellulaire. Et là, probablement que ces cellules-là sont un petit peu particulières et font qu'elles vont préférer continuer à faire des poils et des cheveux. Et je félicite Athanel Guitare qui dit que c'est une question assez capillotractée. Bravo.
Merci. Ça servira de réponse à cette question. Oui, voilà. Moi, j'avais une question sur... Toi, tu parlais de médecine de précision, et je me demandais dans quelle mesure la médecine personnalisée, c'est-à-dire cette fois-ci où on fait une sorte d'état des lieux de la personne elle-même, peut-être avec... on va séquencer son patrimoine génétique, son ADN, etc. Ça peut aussi redoubler l'efficacité des traitements contre le cancer. Est-ce que tu as un avis sur la question ? Ça va de pair, on utilise souvent les deux termes ensemble, médecine de précision, médecine personnalisée, parce que la médecine de précision, l'idée c'est d'avoir le traitement qui soit plus précis pour cibler une modification particulière, une vulnérabilité particulière des cellules cancéreuses. Et la médecine personnalisée, c'est, on va déterminer avec précision le cancer que ce patient ou cette patiente a, pour personnaliser le traitement, pour lui donner la médecine de précision qui est le plus correspondant. Donc l'idée, c'est d'être le plus précis à la fois en termes de traitement et en termes de comprendre le cancer de cette personne-là, pour pouvoir matcher au mieux le traitement qu'on va proposer. Mmh. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, puis j'imagine que ça doit rentrer aussi en compte pour d'autres traitements de leucémie ou lymphome qui exploitent l'écarté, mais ça, c'est un vaste système. Voilà. Mais alors, pour finir sur la question de la médecine personnalisée, ce qui est intéressant, c'est que dans la médecine personnalisée, on intègre aussi de la chimiothérapie classique, entre guillemets, qui n'est pas du tout précise. Parce que dans certains contextes, notamment dans le cancer du sein, en caractérisant le cancer d'une patiente, on se rend compte qu'en fait, ce cancer-là réagit extrêmement bien à une chimiothérapie classique. Et dans ces cas-là, en fait, ça va être la thérapie qui va être proposée pour cette personne-là et qui va parfois extrêmement bien marcher. Donc, médecine personnalisée, ça ne veut pas toujours dire médecine de précision. Mais l'idée, c'est qu'on personnalise le traitement au maximum et parfois, c'est un traitement qui est très précis. Parfois, c'est un traitement qui est généraliste. Mais l'idée, c'est toujours de maximiser l'efficacité en limitant la toxicité de la thérapie. Irène, je crois que tu avais une question à nous poser. Oui, je pensais en écoutant ce podcast sur les chimiothérapies, où est-ce que l'on en est actuellement sur ce qu'on appelle les vaccins ARN contre les cancers, en fait, qui me paraissent une approche super intéressante, en l'occurrence, pour la médecine justement personnalisée de précision. Alors, ce qui est actuellement surtout dans les phases d'essais cliniques, c'est des vaccins qui ne sont pas ARN, parce que la technologie, je pense, est trop récente. Et du coup, les technologies ne sont pas encore assez matures en ce qui concerne les vaccins ARN contre les cancers. Mais là, il y a actuellement des essais cliniques qui sont en cours ou qui viennent de se terminer, notamment un en France, pour des vaccins contre les cancers. Et c'est dans le cadre, par exemple, dans un essai clinique qui a été mené à Paris et qui a été publié là en septembre. C'était un vaccin contre un sous-type de cancer du poumon. Mais là, il y a un point de détail ou de vigilance, c'est qu'il s'agit quand on parle ici de vaccins contre les cancers, c'est pas des vaccins préventifs. C'est que c'est pas un vaccin au terme classique dans lequel, parce que nous, on pense vaccin, j'ai fait mon rappel contre tétanos, on pense à un vaccin qu'on va s'injecter une fois, on va recevoir une piqûre et puis on va être immunisé pendant 10 ans, 20 ans. Là, les essais cliniques qui sont menés, c'est des situations dans lesquelles les patients ou les patientes ont déjà un cancer du poumon et on va proposer comme traitement d'utiliser, combiné à d'autres molécules, parfois d'autres médicaments, un vaccin contre le cancer. C'est comme le vaccin de la rage, en fait. Le vaccin de la rage, c'est un vaccin qu'on peut injecter alors que le patient est déjà atteint. Exactement. C'est un des rares, et c'est lié notamment à la vitesse de développement de la maladie. On nous fait remarquer quand même que ce serait bien, peut-être en une ou deux phrases, d'expliquer en quoi consiste le vaccin ARN. J'allais le dire, oui. Déjà, tu veux le faire, Gaël, ou Comme tu veux, Irène, si tu te sens plus à l'aise. Moi, je vois ce que c'est, mais je suis pas un expert non plus. Je suis pas une experte, mais l'idée, bon, tu me reprends si je dis une bêtise. L'idée, c'est d'identifier au sein des cellules cancéreuses, notamment des protéines qui seraient exprimées, et ces protéines seraient spécifiques aux cellules cancéreuses. À partir de là, ça serait de produire un ARN messager dans les cellules
via cette injection d'ARN messager, de faire produire dans l'organisme des anticorps qui seraient dirigés spécifiquement contre ces protéines qui n'appartiennent qu'aux cellules cancéreuses. Donc, c'est une approche super intéressante parce que d'abord, c'est très ciblé. Si on arrive à trouver des protéines pour lesquelles cela marche, eh bien, ça ferait des médicaments qui n'agissent que sur les cellules cancéreuses. Et d'autre part, ça peut aussi être utilisé chez les personnes à risque, par exemple. Donc, ça rejoint un tout petit peu l'idée du vaccin en ce sens que ça peut être préventif chez des personnes qui, par exemple, ont été identifiés pour être à risque, par exemple, dans les cancers du sein. Mais c'est vrai que je sache, ce n'est encore qu'à l'étude, en étude, c'est pas passé à l'étude clinique chez les humains, mais ça me paraît des approches super intéressantes en tout cas. Oui, pour l'instant, il n'y a aucun vaccin qui est contre le cancer qui est autorisé en France, que ce soit en préventif ou alors en traitement à l'hôpital, en dehors des essais cliniques qui sont menés. Et pour l'instant, les essais cliniques qui sont menés, à ma connaissance, ce ne sont pas des essais cliniques sur des vaccins à ARN. Après, la question aussi, c'est est-ce que c'est pertinent le contexte, parce que faire les vaccins ARN, là, nous, on l'a vu dans le cas de la crise Covid, ça a été un élément majeur dans la vaccination. Mais est-ce que dans le contexte d'une lutte contre des cancers, ce serait aussi intéressant que des vaccins classiques? Parce qu'il y avait des questions simplement logistiques les vaccins ARN doivent être gardés à plus basse température pour éviter que l'ARN se dégrade. Bon, est-ce qu'au final, ce genre voilà, après ça c'est des questions logistiques auxquelles je n'ai pas de réponse. Mais donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir ces nouvelles approches à base de vaccins pour lutter contre les cancers. Quand on parle de vaccin contre le cancer, alors c'est un abus de langage, mais je pense que dans le grand public, on pense surtout au vaccin contre le HPV. Alors ça, c'est un cas particulier. Ouais, c'est un cas particulier. Ça, c'est le seul, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est le seul, donc le vaccin contre le papillomavirus, c'est le seul vaccin qui est aujourd'hui disponible, qui permet effectivement, et là, tu as raison, d'un point de vue préventif, d'éviter le développement de cancer du col de l'utérus, notamment parce que 99 ou 100% des cancers du col de l'utérus sont causés par une infection à un papillomavirus, et que donc, dans ce cas-là, une protection vaccinale à l'échelle de la population permettrait de supprimer la quasi-totalité ou la totalité. Oui, voilà, tu as raison. Permet d'éviter d'éviter ces cancers du col de l'utérus. Je te propose de conclure, Gaël. Alors, que conclure de cette épopée de la chimiothérapie? 2 choses. D'abord, que certaines découvertes scientifiques majeures sont le fruit du hasard et parfois de la guerre. Ensuite, que pour vaincre les maladies, il faut les comprendre. Vous l'aurez compris, c'est le cas pour les cancers, mais c'est aussi le cas pour les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, pour le sida ou pour encore le paludisme. La recherche est donc essentielle parce qu'elle permet de comprendre notre monde. Et c'est en comprenant notre monde qu'on peut le guérir. Merci beaucoup, Gaël. Oui, c'était super intéressant. Ouais. Je pense que il faudra qu'on en fasse plus de dossiers sur tout ce qui est cancéro et chimio, c'est super. Je pense que si les gens t'ont écouté déjà 2 fois sur Podcastions, ils peuvent admirer ta qualité de préparation de dossier, ta voix et tout ça, et peut-être qu'ils veulent avoir plus de doses de Gaël. Et s'ils en ont besoin, si on fait du trafic de Gaël, où est-ce qu'on peut en trouver? S'ils veulent le rappel, maintenant qu'ils ont eu la première et la deuxième dose, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Labologie, dans laquelle je parle notamment, j'ai parlé de médecine de précision, je parle de plein de choses différentes qui sont autour de la biologie et bizarrement de la cancérologie. Et puis j'ai aussi un compte Instagram et un compte TikTok qui s'appelle aussi Labologie. Et sur Instagram, TikTok, c'est des vidéos courtes et je mets un peu aussi le backstage de ma vie de vulgarisateur scientifique. Et de tes arts, ce qui me permet de faire une transition toute prévue, toute géniale pour la citation de l'émission, car une fois n'est pas coutume, je ne t'ai pas demandé d'apporter une quote pour la citation de l'émission, je me le suis fourni moi-même,
puisque pour la citation de ce soir, j'ai moi-même eu l'honneur de pouvoir assister à la soutenance de thèse de Gaël le 29 septembre dernier et d'entendre pour la première fois le serment du doctorant qu'il est aujourd'hui obligatoire de prononcer pour valider son doctorat. Et comme tout bon podcasteur qui se ressemble, j'ai enregistré, qui se respecte, j'ai enregistré le dit serment prononcé par Gaël. Waouh, c'est super ça. Père, parvenu à l'issue de mon doctorat en biologie, ayant ainsi pratiqué dans ma quête de savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Félicitations. Et oui, à Podcascience, on a des applaudissements enregistrés. Quelle archive. On va pouvoir s'en servir de celle-là. Et donc, je vais mettre justement sur la chatroom, mais surtout en note de l'émission, ce fameux serment. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand on t'a demandé de faire ce serment? Moi, c'est la première fois que j'assistais à ça. Alors, les gens vont le voir. En fait, on s'en rend pas compte forcément à l'oral, mais en fait, c'est une seule phrase. C'est-à-dire que la phrase, qui dure 30 secondes, je sais pas, c'est une seule phrase, quoi. Et j'ai mis 5 minutes à l'écrire à la main. Je l'avais écrit à la main sur un fait et tout. Non, mais voilà. D'accord. C'est parfait. Donc, en fait, pour expliquer un peu, l'idée, en gros, c'était pour mieux valoriser le doctorat. Pour mieux valoriser le doctorat et les valeurs que portent les docteurs, eh bien, dans la dernière programmation à la recherche, je crois, donc ça a été mis en place en début d'année, là, 2023, il a été demandé aux docteurs de faire un serment comme les médecins, avec le serment d'Hippocrate. Donc là, c'est un serment pour parler de l'intégrité scientifique. Après, disons que l'avantage, c'est que ça fait un peu une sorte de rite de passage. Je dis mon serment. Après, en pratique, ça sert pas à grand chose. Mais bon. Donc, je suis pas sûr que ça change grand chose à la reconnaissance des docteurs dans le monde professionnel d'avoir ce serment ou de ne pas l'avoir. Mais bon. Mais je pense que c'est un bon test. Tu vois, le mec, il a fait une thèse, mais on vérifie s'il est capable de retenir une phrase par cœur. Alors, et de la prononcer. Sachant que je l'avais écrite. En plus. Et tout le monde l'écrit généralement pour pas se planter. Mais par contre, la prononcer, il faut s'entraîner 1 ou 2 fois quand même pour savoir où mettre les respirations. Sinon, on meurt asphyxié. C'est un peu dommage quand même au moment où on va être docteur. C'est con, ouais. En tout cas, toutes nos félicitations de la part de l'équipe de Podcascience pour ton doctorat. Félicitations. Et pour conclure cette émission, on remercie beaucoup Gaël d'être venu nous offrir ce récit historique passionnant sur les chimiothérapies qui nous font espérer que des traitements plus ciblés nous permettront à l'avenir de les considérer comme des reliques du passé. Mais en attendant, et comme toujours, que servir la science soit notre joie.